Et, et pour information également, si vous avez des questions tout le long de la formation, ce qu'on vous propose, c'est que vous les écriviez dans le fil de discussion et on reviendra dessus à la fin de la présentation. Si on peut faire peut-être un tour de visio, si vous souhaitez, bien sûr. Alors, qui est présent, donc Jacqueline Cossanel, qui est médecin retraité, Gabriel Couton, qui est IDE Azalée, Marina, je pense que c'est Marina Garcia, qui est médecin généraliste. Ouais, je vous ai épargné, je suis dans un café en fait, et du coup, je vous épargne le fond, quoi. Voilà, c'est tout. Merci. Je vois Duchemin, je ne sais pas qui c'est. Madame Duchemin, Monsieur Duchemin, je crois que c'est Madame Marie-Charlotte Duchemin, qui est évidemment kiné, qui était inscrite. Alors, Véronique Chauvet qui vient nous rejoindre, qui est infirmière libérale. Qui c'est qu'on a d'autres, Maria, sur le... Elisabeth Faria, qui est pharmacienne. Elisabeth Faria, qui est pharmacienne à Muret. On a Alex Monacuil. Ah non, ça, on a Evelyne Cuise, du coup, qui est infirmière libérale. Et... Non, elle n'est pas là. Sandrine. Ok. Et du coup, Sandrine Léger qui nous a rejoint, qui est en train de se connecter, qui est aussi animatrice. On va la retrouver, j'espère. Elle arrive à se connecter. Vous m'entendez? Oui, oui, ça y est, on vous entend, Sandrine. Bon, alors j'espère que la vidéo va marcher. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, j'y connais rien en informatique. C'est bon, on vous a retrouvé. On vous a retrouvé. Et donc, on était en train de faire un petit tour de table. Il manquait juste du coup que vous vous présentiez et c'était bon. Mauvaise connexion, en effet. On va commencer la visio. Je vais partager mon écran. Vous allez me dire si vous y voyez. Alors, hop. Partager. Je vais le mettre en grand. Si je peux, bien sûr. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Ok. Bon, comme vous le savez, on fait une formation de sensibilisation à l'accès IVG médicamenteuse donc sur notre territoire pour les professionnels de santé de notre territoire. Donc, le petit déroulé de la formation, donc on va vous expliquer où est-ce que nous travaillons, le groupe de travail, le contexte de l'IVG, comment se déroule une IVG, comment ça se passe chez les mineurs et quelles sont les ressources pour les professionnels de santé et les usagers à disposition. Donc, je laisse Anne prendre la suite. Donc, effectivement, on a souhaité, avec la CPTS, vous informer du recours à l'IVG qui est possible sur le territoire et en profiter pour vous parler du réseau REVOC, qui est le réseau IVG Occitanie, et donc qui est un réseau qui a plusieurs missions. Donc, c'est un réseau ville-hôpital dont les adhérents sont essentiellement des médecins et des sages-femmes et qui travaillent en partenariat avec des établissements de santé. Donc, je ne vais pas tout vous détailler, mais en fait, juste pour vous dire que le réseau a 4 axes de travail. Le premier axe, c'est la formation des professionnels. C'est la chose la plus importante, puisque nous organisons des formations pour apprendre à pratiquer les IVG, notamment les IVG médicamenteuses en ville, donc à devenir orthogéniste. Ces formations, elles s'adressent aux médecins et aux sages-femmes et elles ont lieu sur 4 demi-journées, enfin sur 2 jours consécutifs. Et ensuite, il y a des stages pratiques. Et à l'issue de la formation théorique et des stages pratiques, les professionnels peuvent demander un conventionnement avec un établissement et c'est ce qui leur permet de pratiquer et de proposer au sein de leur cabinet la prise en charge des IVG médicamenteuses à leurs patientes. Nous formons aussi les professionnels paramédicaux. C'est-à-dire, vous allez le voir, mais dans le cadre du parcours IVG, les femmes sont en lien avec un certain nombre de professionnels, les pharmacies, les labos, les cabinets de radiologie, et elles peuvent aussi en parler à tout autre professionnel de santé. Et donc, nous avons une formation qui s'appelle formation à l'écoute et qui est à destination des paramédicaux. Et nous formons aussi les élèves sages-femmes et les internes en médecine générale.
Par ailleurs, on a 3 autres axes de travail qui sont l'amélioration du parcours de soins, c'est-à-dire le parcours pour l'IVG en général, et parfois pas très simple. Et donc, nous œuvrons pour que ça soit le plus fluide possible. On accompagne les professionnels dans les différentes étapes de leur formation et de leur mise en pratique. Et on travaille aussi sur ce qu'on appelle l'amélioration des pratiques professionnelles en dirigeant des thèses, des mémoires de sages-femmes et en participant à différents congrès avec nos partenaires associatifs. Voilà, diapo suivante. Alors Lisa, on ne vous entend plus. Oui, j'arrive pas à passer les diapos en plus. Donc, comment ça se fait? Alors, je vais faire un nouveau partage. Là, c'est bon, hein, ça a marché. Ah, c'est bon? Ouais. Très bien. Du coup, Sandrine a un souci de connexion, donc je vais présenter là où elle travaille à sa place le temps qu'elle nous rejoigne. Donc, Sandrine Léger, elle est sage-femme au centre de santé sexuelle du conseil départemental 31. Donc, elle s'occupe des… Donc, qu'est-ce que le centre de santé sexuelle? Ce sont des services de santé qui sont gérés par les CD ou par les hôpitaux ou des associations sur délégation. Donc, ils proposent des consultations médicales gratuites, confidentielles, qui permettent l'accès à la contraception et à l'IVG, que ce soit pour les majeurs ou pour les mineurs. Ils peuvent recevoir les mineurs avec ou sans autorisation parentale selon une loi qui date de 2001. Et ils peuvent réaliser le suivi gynéco de prévention qui permet également de faire du dépistage au niveau des IST vers le CGID notamment. Ils proposent de réaliser les IVG médicamenteuses, ils réalisent les entretiens de conseil conjugal et familial avec des personnes qualifiées et formées et participent à l'éducation à la vie affective et sexuelle des jeunes publics ou adultes, soit en séance individuelle ou collective. Donc là, ça ne marche toujours pas. Je n'arrive pas à passer les diapos. Est-ce que vous voyez toujours la même diapo là? Oui. Donc, je repartage mon écran parce que ça ne marche pas très bien. Hop. Je ne suis pas la seule à avoir des problèmes de connexion. Là, on est dans l'écran. Ouais, je ne peux pas le mettre plein écran. Ouais. Donc, qu'est-ce que le conseil conjugal et familial? Brièvement, donc c'est une offre d'entretien qui est variable selon les centres de santé sexuelle. Ils peuvent faire des entretiens pré-IVG obligatoires pour les mineurs, notamment. On y viendra plus tard. Ils peuvent être sollicités par des femmes majeures ou mineures et ça permet d'écouter et d'orienter les femmes qui sont notamment victimes de violences conjugales. Et selon la taille des équipes et les formations validées, peuvent être proposées des entretiens autour des problématiques de sexologie individuelle ou de couple. Donc, l'accompagnement de conseil conjugal et familial en CDPEF n'a pas vocation à s'inscrire sur le long terme. Il est nécessaire de réorienter, notamment quand un besoin de psychothérapie spécialisée est identifié. Donc, c'est vraiment des cas qui sont très spécifiques, qui doivent être identifiés par des professionnels de santé au préalable. La CPTS du Sud toulousain, du coup, donc nous qui nous sommes, si Mathieu, tu veux présenter la CPTS. La CPTS, je pense que la plupart des gens qui sont connectés connaissent, mais bon, pour rappeler, on est une association de professionnels de santé qui, du coup, s'engage sur diverses missions, l'accès aux soins, les parcours pluriprofessionnels, la prévention, la qualité et aussi l'accompagnement des professionnels. Du coup, c'est aussi faire des webinaires d'information. On a un territoire qui a 49 communes, 150 000 habitants, 1200 professionnels de santé. Et du coup, on a créé un parcours de soins autour de la santé des femmes avec différentes valences. Il y a l'accès à l'IVG médicamenteux sur le territoire, la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, depuis quelques jours, il y a dans les pharmacies de la CPTS participantes, 17 pharmacies de la CPTS, des sachets de pharmacie pour les médicaments avec justement un protectomètre qui est une échelle basée sur le violentomètre qu'il y avait à Paris sur les baguettes de pain pour sensibiliser les femmes à est-ce que leur relation est saine ou pas, avec de l'autre côté, au verso, eh bien, les contacts qu'elles peuvent contacter, l'association à Muret du côté des femmes, on a les contacts de la police, les contacts des services d'urgence, voilà, tous les contacts nationaux et locaux pour signaler ou dire qu'on est témoin d'une violence conjugale.
Et on a aussi, du coup, dans ce parcours des femmes, le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. C'est les diapos. Excusez-moi, c'est compliqué aujourd'hui. Hop, je n'arrive pas, peut-être essayer de faire le partage pour Mathieu. Là, on n'a plus le son. Non, parce que personne parle. On essaye de relancer le diaporama à partir d'un autre ordinateur que celui de Lisa. Oui, désolée, je ne sais pas, ça marche très bien d'habitude. Si vous voulez, je peux commencer par des généralités sans le diapo, si vous voulez. Vas-y, Élise. Il arrive. Quelle est la diapo? Du coup, c'est pour commencer avec quelques généralités. Donc, ça, bon, tout le monde le sait, en France, l'IVG a été dépénalisée par la loi Veil le 17 janvier 1975. Globalement, le chiffre des avortements pratiqués en France, il reste assez stable, avec autour de 222 000 avortements par an, mais il existe des disparités entre la situation dans les départements et régions d'outre-mer, où le chiffre a quand même tendance à augmenter, et en métropole, où il a tendance à baisser. Donc aujourd'hui, 72% des IVG sont faits par méthode médicamenteuse, que ce soit en établissement de santé ou hors établissement. Et depuis 2019, on observe une augmentation des IVG faites hors établissement de santé. Et donc, pour ceux qui ont suivi l'actualité, la dernière avancée en date concernant l'IVG, c'est le projet de constitutionnalisation de ce droit, avec le vote à l'Assemblée nationale la semaine dernière, qui est une première étape. Donc, diapo suivante. Formidable. Donc, on ne va pas revenir sur toutes les évolutions législatives depuis 1975, mais juste faire un rappel des dernières avancées. Donc actuellement, le délai pour demander une interruption de grossesse, il a été allongé à la fin de la 14e semaine de grossesse, donc 16 semaines d'aménorrhée. Et cette demande, elle peut être faite à un médecin ou une sage-femme. La loi précise que toute personne qui fait la demande d'avortement a le droit d'être informée et elle a le droit de choisir librement la méthode. Et ce qui est un peu moins connu, c'est que cette information, donc sur les différentes méthodes d'avortement, elle incombe à tout professionnel de santé, donc pas seulement les sages-femmes et les médecins, dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Il est aussi dit dans la loi que dès la première consultation où la demande d'IVG est formulée, la sage-femme ou le médecin doit informer la patiente des différentes méthodes, des risques et des effets secondaires et doit lui remettre un dossier guide dont on parlera plus tard. Et diapo suivante, et juste pour finir sur le versant législatif, le délit d'entrave à l'IVG a été renforcé, donc est puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ce délit, cela concerne le fait d'empêcher de pratiquer ou de s'informer sur l'IVG, soit en transmettant de fausses informations, y compris les informations qui sont communiquées en ligne, soit en perturbant l'accès aux établissements qui pratiquent les IVG ou en exerçant des pressions morales ou psychologiques sur les patientes et leur entourage, comme sur les professionnels qui travaillent dans ces établissements. Diapo suivante. Donc, pour résumer les délais légaux, l'IVG médicamenteuse donc, en ville peut être pratiquée par les médecins ou sages-femmes, et ce jusqu'à 7 semaines de grossesse.
donc 9 semaines d'aménorrhée. Pour les IVG médicamenteuses en établissement de santé, c'est la même chose, médecin, sage-femme, jusqu'à 7 semaines de grossesse, 9 semaines d'aménorrhée. Et concernant les IVG instrumentales, donc en établissement de santé, elles sont pratiquées uniquement par les médecins pour le moment et jusqu'à 14 semaines de grossesse ou 16 semaines d'aménorrhée. Il faut savoir qu'actuellement, il y a une expérimentation pour la pratique des IVG instrumentales par les sages-femmes qui est en cours. Donc, la diapo suivante sur les méthodes. Donc, c'est Anne. Donc, pour réaliser des IVG, vous le savez peut-être, vous l'avez un peu entendu, il y a deux types de méthodes, la méthode médicamenteuse et la méthode instrumentale ou chirurgicale. Donc, la méthode médicamenteuse, c'est une méthode qui est possible en établissement ou à domicile jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Il y a eu également sur cette question des délais une modification en 2022, notamment dans les suites de l'expérimentation qui s'était mise en place dans le cadre de l'urgence sanitaire avec le Covid. Et donc, on peut désormais faire des IVG médicamenteuses jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée, ce qui était déjà le cas en établissement. On peut le faire également en ville maintenant. Les IVG médicamenteuses, ce sont des prises en charge qui ne nécessitent aucune anesthésie et qui consistent à prendre 2 médicaments entre 24 et 48 heures d'intervalle. Le premier médicament, ça s'appelle la mifepristone et ça consiste à interrompre la grossesse. Et le deuxième médicament, qu'on appelle le misoprostol, consiste à provoquer la fausse couche. Donc, le premier médicament, il est toujours pris sur le temps d'une consultation et le deuxième médicament, selon les cas, peut être pris soit dans un établissement de santé. Et dans ces cas-là, il y a une hospitalisation courte de quelques heures, soit à la maison. L'avortement, il va se traduire par des saignements et des contractions de l'utérus qui vont aboutir à l'expulsion de l'œuf. Et en général, ça survient dans les 4 à 6 heures qui suivent la prise du misoprostol. Parfois, ça peut être décalé jusqu'à 72 heures. C'est une méthode qui est douloureuse puisque des études ont montré qu'au pic maximal de la douleur, ce qu'on appelle l'échelle visuelle de la douleur numérique, les femmes pouvaient coter la douleur jusqu'à 7 sur 10. Donc, c'est une douleur qui est importante et c'est pour ça qu'il faut qu'à chaque fois, il y ait une prescription d'antidouleur adaptée qui soit faite de façon systématique et qui soit anticipée. Après, la douleur, c'est très variable selon les personnes. Il y a des gens qui peuvent avoir un peu mal, beaucoup mal, très peu mal, de façon constante ou de façon discontinue, c'est très variable, mais c'est ce qui nécessite que les patients ne soient pas seuls. On leur demande d'être accompagnés et qu'il y ait quelqu'un avec elles à la maison, également par rapport à la question des saignements. Il y a une visite de contrôle. 10 à 14 jours plus tard, on revoit les patientes et là, on s'assure de l'efficacité de la méthode. Ça, c'est la chose la plus importante, d'une part. Et puis, on les interroge sur la façon dont ça s'est passé. On revient un peu sur leur vécu et puis, on parle de contraception. Et on fait une consultation aussi pour mettre en place, si nécessaire, la contraception. C'est une méthode qui est efficace puisqu'elle marche à 98,5%. Mais quand ça ne marche pas, c'est-à-dire que soit la grossesse n'est pas arrêtée, soit la grossesse est arrêtée mais n'est pas expulsée, dans ces cas-là, il faut avoir recours à ce qu'on appelle l'IVG instrumentale. Diapo suivante. Et du coup, l'IVG instrumentale ou chirurgicale, celle-ci, elle peut se pratiquer jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée, comme vous l'a dit Élise précédemment. Ça consiste à aspirer l'œuf à l'aide d'une canule qui est reliée à un système d'aspiration. Donc, c'est une technique qui se fait en établissement de santé sur la région Occitanie, le plus souvent, qui peut se faire sous anesthésie locale ou générale. Alors, en Occitanie, c'est très, très, très souvent sous anesthésie générale. On commence à travailler sur la question de l'anesthésie locale qui permet d'avoir un accès plus rapide et de pas nécessiter d'aller dans un bloc opératoire. Ça se fait en région parisienne depuis 20 ans, mais bon, ça va venir. On va pouvoir le proposer ici, sans doute, en Occitanie d'ici peu. Donc, on utilise aussi des médicaments, ce sont les mêmes, qui vont faciliter la dilatation du col et donc faciliter le geste opératoire. L'hospitalisation est courte, je vous l'avais dit, quelques heures. En général, ça se fait sur des demi-journées. Donc, soit elle rentre à 7 heures, elle sort à midi, soit elle rentre à midi, elle sort à 17 heures. Enfin, grosso modo, c'est à peu près ça. Il y a pareil une visite de contrôle qui est effectuée dans les 2 semaines qui suivent l'intervention, de la même façon, pour s'assurer que tout s'est bien passé. Et le taux de réussite est de 99,7%. Donc,
La majorité des situations sont résolues par l'IVG instrumentale, d'autant plus que souvent on peut faire une échographie juste après le geste et vérifier que ça a marché. Le principal inconvénient de cette méthode, c'est les délais, puisque selon les périodes, alors si c'est les vacances, c'est encore pire, mais globalement, le temps d'avoir un rendez-vous avec un orthogéniste pour mettre en place voilà, le calendrier de l'IVG instrumentale est quand même de l'ordre de plusieurs semaines, ce qui peut être compliqué pour les femmes et ce qui fait que les femmes vont s'orienter plus facilement vers une IVG médicamenteuse, puisque vous avez vu les chiffres, c'est presque 70% qui sont par voie médicamenteuse. Donc, on va vous présenter le parcours, maintenant que vous connaissez les méthodes. C'est une petite frise chronologique, alors qui n'est pas forcément très lisible comme ça. L'idée, c'était de montrer, avec tous ces petits halos, que la patiente devait contacter de nombreux professionnels et que c'est ce qui faisait utiliser le terme de parcours, hein, c'est que les choses se font en plusieurs étapes. La première étape, c'est la prise de rendez-vous auprès d'un secrétariat ou directement auprès d'un professionnel. Et cette prise de rendez-vous va conduire à une consultation qu'on appelle la consultation préalable et qui doit se donner le plus vite possible, puisque vous avez vu, il y a une question de délai. Et donc, dès qu'on peut mettre en place les différents temps du parcours, c'est important de le faire au plus vite. Cette consultation préalable, elle peut être faite par n'importe quel professionnel de santé, médecin, sage-femme, et qu'il soit ou non informé de la pratique de l'IVG. C'est ce que vous avez vu dans les textes de loi, hein. Tous les professionnels sont tenus de faire de l'information. Et donc, on va vous détailler juste après quels sont les objectifs de cette consultation préalable. À l'issue de cette consultation, il va y avoir des examens qui vont être prescrits et donc on va vous parler également. Puis, ça aboutira ensuite à la consultation qu'on appelle C1, qui est la consultation préparatoire ou d'information, qui est le moment où on recueille le consentement de la patiente au fait de faire une IVG, on choisit la méthode et éventuellement, on démarre tout de suite, selon la méthode choisie, le temps de l'IVG proprement dit. Détailler les différentes étapes de la consultation préalable. Donc, cette consultation préalable, comme l'a dit Anne, c'est la première étape du parcours, donc, qui peut être réalisée donc, par une sage-femme, un médecin généraliste ou gynécologue. Donc, on va détailler après chaque point hein, au cours de cette consultation. Donc, on va recueillir la demande, expliquer les différentes méthodes, remettre le dossier guide. C'est à cette occasion aussi qu'on va proposer l'entretien psychosocial qui est obligatoire pour les mineurs. Rédiger le premier certificat, récupérer donc la carte de groupe sanguin et si besoin prescrire du Refilac, prescrire les examens complémentaires nécessaires, discuter de l'éventuel besoin d'anonymisation. Et à l'issue de ça, on va pouvoir adresser donc, les patientes. Donc, c'est aussi important dans cette consultation de penser à de faire le dépistage systématique des violences. Donc, diapo suivante pour reprendre un peu plus en détail. Donc, le recueil, c'est un temps où la patiente va formuler sa demande pour la première fois. Et ce qui est vraiment important pour les professionnels, c'est d'être dans une posture d'écoute, d'accueil de la parole et surtout sans jugement. C'est vraiment, comme l'a montré Anne dans la frise, les patientes elles vont être confrontées à beaucoup de professionnels dans leur parcours et cette posture elle est vraiment importante pour le vécu des patientes. Donc, l'explication des méthodes, donc je ne vais pas reprendre puisque Anne l'a détaillé, mais ce temps d'explication, il est très important car souvent, en venant à ce premier rendez-vous, les patientes ont déjà entendu, lu des choses, étaient peut-être informées, peut-être mal informées, et donc avoir des interrogations, des peurs et des besoins d'éclaircissement et d'explications précises. Et c'est important de prendre le temps de répondre à toutes ces questions pour justement qu'elles puissent choisir librement la méthode par la suite. Du coup, diapo suivante. Donc, la remise du dossier guide. Donc, ce dossier de guide, il est accessible en ligne là, sur le lien qui est sur la diapo. En fait, c'est un dossier qui reprend tout le parcours de la demande d'IVG lors de la première consultation
à la consultation de contrôle, et il aborde aussi la contraception après l'IVG. Donc, c'est un document aussi qui va permettre à la patiente de se poser un peu pour reprendre les informations et relire après ce temps d'information en consultation, où souvent on dit beaucoup de choses, dans un contexte où déjà c'est en général voilà, quelque chose d'inattendu. Donc, c'est un document qui est très bien fait, qui est très complet. Donc, c'est le financement, enfin la production de ce dossier, il est financé par l'ARS et la distribution assurée par le réseau périnatal d'Occitanie sur simple demande. Donc, aux mails qui sont affichés à l'écran, là, vous pouvez commander donc, des dossiers guides gratuitement. Sachant qu'actuellement, suite aux dernières évolutions législatives, le format papier, en fait, il est en réactualisation. Donc, il est à jour au niveau format numérique, par contre. Donc, la diapo suivante sur l'entretien. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, si vous m'entendez. Oui. Oui. Alors, je ne vous vois pas. Par contre, je suis sur mon téléphone, donc je vais essayer de rester en face et de commenter cette diapo. Donc, bonjour, je suis Sandrine Léger avec des problèmes d'informatique majeurs. Je suis sage-femme au Centre de planification et d'éducation familiale de la Haute-Garonne, qui va devenir centre de santé sexuelle bientôt. Donc, sage-femme et conseillère conjugale. Donc, je voulais vous présenter sur cette diapo ce que l'on appelle l'entretien psychosocial, qui doit toujours être proposé, mais qui est obligatoire pour les mineurs. Alors, à l'heure actuelle, il n'est plus soumis à l'existence d'un délai de 48 heures avant l'IVG, ce qui était le cas jusqu'au mois de mars de cette année, pour les majeurs comme pour les mineurs. Donc, on peut faire un entretien la veille, si c'est le souhait de la femme. Il doit toujours être proposé avec neutralité et bienveillance à la femme majeure qui est en demande d'IVG. Il ne faut pas l'imposer. Et c'est important de préciser quel type de professionnel le réalise et en quoi il consiste. Donc, faire une orientation qui est éclairée vers un service dédié. Donc, pour nous, c'est un espace de parole neutre, confidentiel et sécurisé par un professionnel qualifié qui doit toujours être en capacité de répondre et de fournir des informations fiables sur la question de l'IVG par rapport au questionnement de la consultante. Donc, cet entretien, c'est un espace qui va placer vraiment au centre la consultante, au centre de son parcours. Il peut aider une femme à penser à construire sa décision quand elle est face à une grossesse qui la déstabilise et qu'elle a du mal à fixer une décision. Et puis, il va permettre l'expression et l'accueil de toutes les émotions qui sont souvent assez contradictoires, les représentations, les craintes qui sont nombreuses et du fait de ce nombre de choses qui circulent, ça peut générer de la confusion et du stress. Donc, le but, c'est de faire tomber cette confusion et ce stress. Si la femme le sollicite, on peut proposer un entretien de couple aussi. Et puis, c'est important d'informer la patiente qu'elle peut avoir un ou plusieurs entretiens avant son IVG et qu'elle peut avoir un entretien en post-IVG également. Voilà. Donc, ensuite, lors de cette consultation, on va pouvoir rédiger le premier certificat, donc, qui va attester de la demande d'IVG et en même temps qui va permettre de faire la liaison avec l'orthogéniste. Donc, sur ce certificat, donc, vous aurez un modèle on montrera par la suite. Donc, vous allez noter donc, votre identité en tant que professionnel, l'identité de la patiente, sa date de naissance, donc la date à laquelle elle fait sa demande d'IVG. Et puis, on va vous demander des informations, donc, comme la date des dernières règles, si ont été réalisées, s'il y avait une contraception, les bêta-HCG s'ils ont déjà été réalisés ou prescrits, pareil pour l'échographie. Et donc, ce certificat est à remettre à la patiente donc en main propre, qui permettra de faire voilà, à l'image. Voilà. Et le groupe sanguin aussi, j'ai oublié de dire. Donc, si la patiente est de résus négatif, il faudra lui expliquer la nécessité d'une injection de Rofilac 200 microgrammes et de lui prescrire. Donc, diapositive suivante. Donc, après toutes ces étapes, donc, on va prescrire les examens complémentaires. Donc, tout d'abord, pour confirmer la grossesse. Donc, dans le bilan, on va prescrire un dosage des bêta-HCG plasmatique quantitatif à faire de préférence la veille de la consultation avec l'orthogéniste, si c'est possible avec les contraintes existantes pour la patiente. Un groupage sanguin si la patiente n'a pas de document attestant de son groupe.
Et en fonction de la clinique et de l'interrogatoire, plus ou moins une numération formule sanguine. Et sur l'ordonnance, il faut noter le code FBP qui va permettre une prise en charge à 100% par la sécurité sociale de ce bilan. Si la situation l'exige, il faudra aussi prescrire un bilan pour rechercher les infections sexuellement transmissibles. Et ce bilan, par contre, sera à faire sur une ordonnance différente de celle des bêta-HCG. Excuse-moi, je te coupe, Élise. Il y a une petite erreur de retranscription. C'est FPB. Ah, FPB. Et c'est juste parce que ça permet la prise en charge gratuite à 100% par la sécurité sociale. Les labos ne facturent pas ce bilan aux patientes. C'est pour ça que ça doit être dissocié du bilan IST qui, lui, est pris en charge à 70-30 comme tout autre bilan sanguin. FPB. Et du coup, pour localiser et dater la grossesse, donc il va falloir prescrire une échographie de datation avec noté comme phrase sur l'ordonnance « Merci de permettre à la patiente de ne rien voir ni entendre si elle le désire ». Et avec le code IPE, qui est un code aussi de prise en charge à 100% donc de cette échographie. Alors, c'est important d'adresser rapidement cette patiente pour faire l'échographie. Donc, ça peut être fait auprès d'un des cabinets de radiologie, d'échographie, ou auprès de professionnels qui sont équipés dans leur cabinet d'appareils d'échographie. Et donc, il faut aussi faire le point avec les patients, donc en particulier pour les mineurs. S'il y a un besoin d'anonymisation, ça peut être fait pour la prise en charge en ville. Par contre, pour les majeurs, l'anonymisation ne pourra être possible qu'en établissement de santé. Donc, la diapo suivante, c'était la démo pour l'adressage. Mathieu va vous faire une petite démonstration de la carte interactive que Revoc a mis en place. Donc, sur le site Revoc, il y a un accès du coup, à une carte qui permet de savoir quels sont les professionnels habilités à réaliser une IVG. Donc, on va vous montrer comment ça fonctionne. Et ce site est accessible aux professionnels de santé, mais également pour les patientes qui en ont besoin. Il explique aussi donc, l'activité du réseau Revoc dans sa globalité. Donc voilà comment il est. Donc tous les points, c'est tous les praticiens et leurs coordonnées qui sont habilités à pratiquer l'IVG. Donc là, on voit sur le territoire. Voilà, au niveau du muret, vous pouvez cliquer. Vous tombez voilà, sur les personnes à muret. Voilà. Élise, par exemple, qui comme par hasard. qui est présente sur la cartographie de Revoc. Ça permet d'orienter, si on ne réalise pas soi-même les IVG, ces patients vers des praticiens qui peuvent réaliser les IVG et les prendre en charge jusqu'à la fin de la pratique. Voilà. Entièrement. Il y a aussi des informations sur le droit à l'IVG, l'IVG des mineurs. Enfin, le site est complet. Il y a plein d'informations, mais en tout cas, les professionnels, après leur consultation, ils peuvent se rendre sur ce site pour les orienter vers leurs confrères ou consoeurs pour la suite du parcours. Et vous voyez qu'apparaît aussi si le professionnel fait de l'échographie. Oui, échographie de datation. Et donc c'est intéressant de savoir si l'orthogéniste va pouvoir faire l'échographie sur place. Dans ces cas-là, vous n'avez pas besoin que la patiente aille la faire avant ailleurs. En revanche, s'il ne le fait pas, parce que tout le monde n'a pas la même façon la même activité ou n'est pas équipé, il vaudra mieux que la patiente arrive avec son échographie. Ça lui permet de gagner du temps. Le diapo. On refait le partage d'écran pour la suite. Donc, je reprends en attendant. Pour schématiser, on vous a à nouveau remis la petite frise. Donc, là, c'est ce qu'on vous a expliqué avec effectivement la prescription du bilan sanguin, l'échographie, l'entretien psychosocial. Donc, ce sont des déplacements à chaque fois vers des
vers différents professionnels. La patiente est revenue à la consultation C1. Elle a signé son consentement à l'IVG, on a choisi la méthode, vérifié avec le résultat des examens où on en était, ce qui était possible de faire, etc. Et ensuite, diapositive suivante, brièvement, sur un schéma tout aussi clair que le précédent, voire pire, vous avez au-dessus de la flèche tout ce qui va se passer en établissement et en dessous tout ce qui va se passer en ville. Donc, c'est juste pour à nouveau montrer qu'il y a plusieurs étapes. Donc, si la patiente est adressée vers un établissement parce que soit elle préfère faire une IVG instrumentale, soit elle préfère faire une IVG médicamenteuse, mais en établissement, il va donc y avoir une consultation hospitalière, plus ou moins une consultation d'anesthésie s'il y a une chirurgie, sachant qu'il faut toujours qu'il y ait 48 heures entre la consultation d'anesthésie et le geste, ou alors le rendez-vous directement pour la prise de misoprostol, puis la consultation de contrôle. Et en ville, elle va faire des démarches un petit peu supplémentaires, puisqu'il faudra qu'elle aille chercher le Roflac si elle en a besoin. Parmi vous, Madame Chauvet précisait... poser des questions sur la prescription de l'injection de Roflac. Est-ce qu'on peut la faire par une infirmière? Alors, cette question du Roflac, je vais y répondre, mais sachez qu'en fait, ça va sans doute changer. Il y a des études qui viennent de montrer qu'il n'y a plus forcément de nécessité à injecter du Roflac en tout début de grossesse. Donc, on ne va pas trop s'y étendre parce que je pense que c'est des choses qui vont changer. Mais en tout cas, on peut prescrire effectivement que cette injection soit faite par une infirmière. Notre collègue précisait que comme c'était un dérivé sanguin, ça ne pouvait être injecté par une infirmière que si le médecin peut intervenir à tout moment. Je pense qu'on peut être dans ces conditions-là puisqu'on ne va pas faire d'injection le soir, la nuit, mais à un moment où le médecin est joignable. Et puis en pratique, il n'y a jamais de souci avec ce type d'injection. Donc, on peut tout à fait prescrire pour que ce soit fait ou ça peut être fait directement dans le cabinet. Et puis, la patiente ira chercher ses antalgiques, éventuellement sa contraception chez le pharmacien pour pouvoir avoir tout ce qu'il lui faut à domicile quand elle prendra son comprimé de misoprostol. Voilà. Puis ensuite, la consultation de contrôle est également mentionnée. Voilà. C'est pour reprendre un peu les différentes étapes et que vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose qui demande des déplacements, des coups de téléphone et de la disponibilité. Diapositive suivante. Alors, je reprends la parole, donc Sandrine Léger du Centre de santé sexuelle, pour vous parler un petit peu de l'IVG chez les mineurs. Donc, chez les jeunes femmes mineures, il ne faut pas perdre de vue que quand elles sont dans le secret, puisqu'elles ont le droit depuis 2001 de réaliser une IVG dans le secret, par exception à la loi, ben c'est toujours plus complexe. C'est plus complexe pour évaluer le temps disponible, pour organiser les rendez-vous. Et puis, à l'adolescence, on a une appréhension du temps qui s'écoule qui est un petit peu différente. Donc, il faut vraiment que ce soit un parcours facilité par les différents intervenants. Après, médicalement, il ne diffère pas du tout de celui d'une femme majeure. Il diffère vraiment sur des conditions non médicales. Donc, il peut s'effectuer, comme je vous le disais, selon le choix de la femme mineure, avec ou sans autorisation parentale. La loi pose qu'il n'y a pas de soins sans autorisation parentale, mais par exception, chez la mineure, il est possible d'accéder à la contraception et d'accéder à l'IVG depuis 2001 sans autorisation parentale. Donc, ces conditions, en fait, il y a 2 conditions très spécifiques et absolument nécessaires pour réaliser une IVG médicamenteuse chez une mineure. La première condition, c'est une condition d'accompagnement. Donc, soit l'accompagnement est fait par une personne détentrice de l'autorité parentale, donc un des parents, ou bien une personne qui a l'autorité parentale, ou alors si la mineure a choisi le secret, ne pas en parler à ses parents, elle doit avoir choisi une personne majeure de confiance qui devrait être présente pendant son parcours. La deuxième condition d'accompagnement, c'est la réalisation d'un entretien préalable obligatoire par une personne qualifiée travaillant dans un établissement agréé, donc le type d'établissement où je travaille et le type de personne que je suis. Donc, on fait cet accompagnement pour sécuriser le parcours des mineurs. Alors, les intervenants, pardon, j'étais en retard. Donc, il y a plusieurs intervenants dans ce parcours d'IVG chez les mineurs.
tous ces intervenants, hein, comme tous les adultes qui vont accompagner des mineurs, sont tenus au respect du cadre légal de la protection des mineurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit faire peur, hein. Il faut juste savoir qu'on doit être vigilant et puis qu'on a un organisme de conseil qui est facile à saisir, qui est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Si on se pose des questions par rapport à ce qu'on a entendu, de ce que nous a expliqué la mineure, de sa situation, de ses projections, on peut appeler pour prendre conseil. Donc, le premier interlocuteur, bien sûr, ça sera le premier interlocuteur médical. Il a un rôle fondamental d'écoute, d'information et d'orientation. Et quand la mineure est accompagnée, c'est vraiment important de veiller à s'adresser à elle autant qu'à l'accompagnant adulte, hein. Même s'il est très bienveillant, elle doit vraiment prendre toute sa place, la jeune femme. Alors, le professionnel qui réalise l'entretien obligatoire, c'est aussi un intervenant important. Et lui, il aura une recherche active d'un certain nombre de critères à faire pour évaluer la sécurité de la femme mineure et qu'il reçoit. Et donc, il agira en conséquence, hein, évidemment, comme le prévoit le cadre législatif de la protection des mineurs, si on a notion de choses inquiétantes. Alors, il ne faut pas perdre de vue aussi qu'il y a le personnel qualifié de l'éducation nationale, parce qu'il y a un certain nombre de mineurs qui vont passer par leur infirmière scolaire, même pour faire leur test de grossesse. Et puis, si elles sont dans le secret, il va falloir organiser ce parcours de soins tel que le prévoit la loi dans le secret. C'est-à-dire que l'infirmière scolaire sera garante du maintien du secret des absences de la mineure pour les consultations nécessaires ou pour la journée de réalisation de l'IVG. Donc, tout ça est très codifié dans la loi et les infirmières scolaires le connaissent et travaillent beaucoup en lien avec les professionnels de santé. Et puis, la dernière personne intervenant dans ce parcours, si la mineure a choisi le secret, c'est la personne majeure de confiance qui est choisie par la mineure. Et elle doit être validée, cette personne, lors de l'entretien obligatoire, hein, c'est-à-dire qu'on doit vérifier si elle tient la route, hein, s'il n'y a pas de problématique particulière. Par contre, elle n'a pas de responsabilité légale, mais elle doit s'engager à être présente, hein, ne pas lâcher la mineure en cours de route et préserver le secret, évidemment. Alors, l'entretien préalable chez les mineurs, il va nécessiter la rédaction d'une attestation d'entretien qui sera signée par le professionnel qui l'a réalisée, remise en main propre à la mineure à destination du praticien ou de la structure qui pratiquera l'IVG. Donc, c'est important que ce professionnel qui va faire l'entretien au préalable, mais il se présente, hein, tout simplement, il pose le cadre de l'entretien, aussi bien pour informer la mineure, hein, elle est mineure, mais elle a le droit de savoir ce qui se passe, pourquoi elle est là, que pour favoriser sa confiance, évidemment. Si la mineure a choisi de réaliser l'IVG sans en informer ses parents, le professionnel doit essayer de comprendre les motivations de ce secret choisi et favoriser, dans la mesure du possible, la levée du secret. Ça veut dire pas contraindre à lever le secret, mais en comprenant de quoi il s'agit, parfois utiliser des leviers pour faire tomber des peurs et permettre que la jeune fille fasse le choix d'en parler à ses parents. Donc, il doit aider le professionnel à déterminer une personne majeure de confiance si jamais la jeune fille, finalement, ne veut pas en parler à ses parents, et s'assurer que cette personne choisie remplit les conditions de confiance nécessaires et n'enfreint pas le cadre légal, évidemment. Alors, dans cet entretien spécifique, on doit s'efforcer d'évaluer un certain nombre de choses sur le mode d'une conversation et d'un espace de parole, hein. Tout doit pouvoir s'exprimer dans cet espace, mais on doit quand même s'efforcer d'évaluer à la fois la perception et les représentations que la mineure a de cette grossesse, s'efforcer de voir si c'est bien son libre choix, ça c'est vraiment très important, que ce ne soit pas quelqu'un qui décide à sa place, s'efforcer d'évaluer le contexte psychologique et familial dans lequel arrive cette grossesse et se réalise cette IVG, évaluer les circonstances de survenue de la grossesse et dépister les situations de violence intrafamiliale, extrafamiliale, et concernant la survenue de la grossesse, s'assurer que c'est une grossesse qui survient sur des rapports sexuels choisis, consentis par la mineure. Alors, on est sur la suite. Donc, concernant le choix du secret, je voulais vous parler un petit peu de ce que nous, on identifie dans notre métier au centre de santé sexuelle. Il y a des motifs assez fréquents, en fait, hein, de secret vis-à-vis des parents. Les plus classiques, c'est la révélation d'une sexualité active qui correspond à de l'intimité. Pour les adolescents comme pour les adultes, la sexualité, c'est quelque chose d'intime, et même à des parents qu'on aime et en qui on a confiance, on a parfois du mal à parler de cette sexualité. Donc, c'est un motif très fréquent. Le deuxième, c'est l'idée qu'on a peut-être fait une bêtise parce qu'on a été très informé par les parents de l'idée du préservatif et de se protéger. Donc, on a peur de révéler qu'on a réalisé une bêtise. Ensuite, il y a la peur de décevoir les parents. Ça, c'est quand même assez fréquent. Si les parents ont des principes d'éducation, des projections pour leurs enfants, les parents, par rapport à ça, les enfants, par rapport à ça, ont peur de décevoir, d'être à côté de ce que les parents attendent d'eux.
On voit aussi assez souvent le fait d'épargner ou de protéger ses parents. Donc, s'il y a déjà des problèmes dans la famille, des problèmes de maladie, des problèmes professionnels, des problèmes familiaux, par exemple, des parents qui sont en train de se séparer, eh bien, la jeune fille va se dire, je vais amener un problème supplémentaire et elle va vouloir épargner ses parents. Après, il y a la crainte de bouleverser les équilibres familiaux. Donc, par exemple, une jeune fille qui a une sœur qui a déjà fait une IVG et puis elle a senti que ça avait un petit peu bouleversé les choses, elle ne voudra pas revivre la même chose. Ou bien s'il y a une mère qui est enceinte ou la mère de la jeune fille qui est enceinte ou qui est dans un projet d'avoir un enfant, ben voilà, ça remet en question des déséquilibres un peu particuliers. Après, il y aura la peur des représailles et des punitions, mais des représailles et punitions qui ne sont pas forcément graves. Une diminution de... Enfin, il y a quand même des éléments qui doivent être des entends, hein. Secret, c'est la crainte de représailles physiquement ou psychologiquement. Donc, les phrases comme si je le dis, on va me tuer, ça doit quand même attirer notre attention, hein. Et puis, il y a la crainte aussi d'une contrainte parentale de poursuivre la grossesse si elle est révélée. Donc, ça aussi, ça doit nous interroger. Voilà. Juste, Sandrine, comme tu n'étais pas là quand on a présenté le CDPF, est-ce que tu peux rappeler sur le territoire comment on a accès à l'antenne de Muret et comment les professionnels peuvent te joindre? Alors, sur la diapo des ressources, il y aura le numéro de notre centrale à Toulouse. Donc, on a un service du conseil départemental avec un gros central sur Toulouse et puis des antennes périphériques dont Muret. Tous les rendez-vous se prennent en passant par le central. Donc, c'est un numéro de téléphone unique avec des secrétaires formés et un passage très facile de la communication vers des professionnels médicaux ou sages-femmes. Donc, sur Muret, on intervient tous les jeudis, on y passe la journée et on peut donc prendre rendez-vous avec nous. Donc, moi, je suis celle qui intervient sur Muret. Donc, je suis formée pour faire les entretiens, pré-IVG obligatoire, facultatif pour les majeurs. Donc, il suffit de nous appeler et en général, on joint la personne qui réalise l'entretien pour qu'on puisse convenir du rendez-vous le plus adéquat. Donc, c'est plutôt simple, hein. Une fois qu'on joint le service, la mise en place de l'entretien, c'est quelque chose qui roule, hein, qui est facile. Vous m'avez entendu? Oui. D'accord. J'ai mis les écouteurs et des fois, j'ai l'impression que ça passe plus. Voilà, alors, je crois que c'était bon sur cette diapo-là. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'il faudrait que je rajoute? C'est vrai que je n'ai pas parlé des... Non, on va enchaîner parce qu'on est un peu juste sur le temps et on verra sur les questions. Ouais. On verra sur les questions, ça marche. Donc, Okay. Du coup, je vais vous parler rapidement des ressources pour les professionnels que vous êtes. Donc, le REVOC a édité une fiche mémo qui est surtout à destination des médecins et des sages-femmes et qui peut être regardée bien sûr par tout le monde et qui reprend ce qu'on vient de vous présenter en fait, les délais, les objectifs de la première consultation. Alors là, vous avez la partie recto et au dos du flyer, vous avez le QR code pour atteindre la carte interactive et à l'intérieur du flyer, les modèles de prescription du bilan biologique, le modèle de courrier d'adressage et des informations sur les remboursements. Donc, ce flyer, il est disponible sur le site de REVOC ou parfois vous pourrez avoir l'occasion de le recevoir en papier. Les autres ressources, on en a parlé au début, donc je vais faire vite. Ce sont les formations que nous assurons. Les formations pour les professionnels médicaux, elles sont proposées en soutien avec l'association MG Form qui s'occupe de tout ce qui va être logistique. Et les dates se retrouvent sur le site de REVOC ou sur le site de MG Form, sachant que là, pour 2023, comme il y a eu des changements dans les attributions des thèmes prioritaires, il y a rien qui peut se mettre en place au premier trimestre. Donc, ça va être décalé sur les trimestres suivants, mais les dates vont être disponibles rapidement. Et quant à la formation pour les paramédicaux, en fait, ce qu'on voulait vous proposer dans le cadre de ce webinaire, c'est que s'il y avait des gens qui étaient intéressés dans les pharmacies, les labos, les cabinets de radiologie, des infirmières scolaires, enfin tout personnel, infirmières Asalée aussi, bien sûr, qui pouvaient être intéressés par une formation spécifique, on pourrait l'organiser pour les professionnels de la CPTS sur une date qu'on pourrait choisir ensemble. Cette formation-là, elle est gratuite. Elle est financée par l'ARS.
Oui, juste rapidement aussi, donc pour les périodes de l'année où c'est un peu tendu au niveau des accès aux soins, donc pour la période estivale en particulier et les vacances de Noël, Revoc publie un tableau en fait de présence hebdomadaire des professionnels libéraux qui réalisent des IVG. Donc ces tableaux, ils sont accessibles donc sur le site de Revoc. Là, au même endroit en fait où Mathieu vous avez fait la démonstration là sur la carte interactive, et aussi vous trouvez ces informations là au numéro vert qu'on va vous donner là sur la diapo suivante. Alors, oups, là je crois que c'est moi. Donc les ressources pour les usagers, hein, on en est là. Donc, le numéro national qui est porté par l'association Planning Familial qui s'affiche, qui existe depuis 2015. Alors, il est ouvert de 9h à 20h du lundi au samedi, donc vraiment large. On peut s'adresser à eux pour plein de questionnements autour de la sexualité, la vie affective, la contraception, mais notamment aussi pour l'avortement et être réorienté. Au niveau des sites internet, alors le site de référence, c'est ivg.gouv.fr pour avoir toutes les informations générales. Et puis le site de Revoc dont vous avez déjà parlé, qui va redire les infos du site gouvernemental plus des infos plus locales. Pour la localisation des professionnels, il y a aussi ivglesadresses.com. Et en fait, enfin, pour le planning familial, il y a aussi un site internet qui a été refondu d'ailleurs assez récemment, qui est très bien fait, qui permet d'avoir des informations à la fois de connaissances sur la réalisation de l'IVG, mais aussi d'orientation dans sa région. Alors, quant à nous, le Centre de santé sexuelle de la Haute-Garonne, on a un numéro unique sur notre standard et notre centrale de Toulouse. À ce numéro-là, on est joignable du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Ce sont les horaires du conseil départemental, avec un secrétariat formé qui va très facilement passer la communication à une sage-femme, à un médecin, soit pour un partenaire, soit pour un usager. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Si les participants ont des questions, donc il y a eu la question sur le médicament que Anne a répondu durant la présentation. Si d'autres participants ont des questions au sujet de ce parcours, qu'ils n'hésitent pas. Ou peut-être que cette présentation était très claire et qu'il n'y a pas de questions à soulever. Juste, il n'y a pas une permanence du planning familial autre part sur le territoire vers Caser ou Mazères? C'est une question. Alors, il fut un temps, il y en avait une dans le Commingeois, mais j'avoue que je n'en ai pas entendu parler récemment. Le mieux, c'est de les contacter par téléphone, parce que même s'il y a une permanence, elle est peut-être très occasionnelle. Donc, les joindre sur le téléphone toulousain, ça permet de savoir quand on peut rencontrer quelqu'un et où. Après, il y a une adresse mail aussi. Hein. Je sais qu'elles répondent très facilement, les personnes bénévoles, aux mails envoyés. Mais j'en sais pas plus non, pour le planning familial du Sud. Merci. Merci beaucoup pour tout ça. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour ce webinaire. Nous vous enverrons la présentation par la suite dans la journée ou demain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est disponible. Et je vous souhaite une bonne après-midi à tous. À vous aussi. Et n'hésitez pas à faire un retour auprès de la CPTS Oui. sur ce webinaire, savoir si ça vous a intéressé, s'il manquait des choses, sur le format, sur l'horaire, la date, enfin tout ça. Oui. Très bien. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.